Je disais donc qu'avec Lincoln, en 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis d'Amérique. Et vous voyez déjà avec ces déclarations, la guerre civile commence, n'est-ce pas, en 1861, donc un an seulement après que Lincoln ait été élu président des États-Unis. Simplement pour avoir dit qu'il faut que nous allions vers un peu plus d'égalité, n'est-ce pas? Qu'on arrête avec toute cette ségrégation envers les Noirs. Et le mouvement abolitionniste aussi a pris de l'ampleur à partir de là. Voyez? Mais la guerre a duré 4 ans, jusqu'en 1865. Et la fin, c'est le Nord, qui était industriel, qui gagne la guerre civile aux États-Unis. Et puis les Noirs aussi ont combattu avec les unionistes. Voyez? Et bien c'est à partir de là, évidemment, Lincoln, président des États-Unis, les choses se sont accélérées. Et puis, avec tout le travail que les Noirs eux-mêmes avaient fait pour se libérer, ça a pris de l'envol et les Noirs se sont libérés, n'est-ce pas, aux États-Unis. Même si, jusqu'aujourd'hui, malgré le fait qu'ils étaient libérés, mais avec les mouvements des droits civiques, avec Martin Luther King, pour sa part, de la fin des années 50 et le début des années 60, on le sait très bien qu'en 1964, n'est-ce pas, les droits civiques ont été finalement votés aux États-Unis, mais en laissant des plumes. Voilà le sens. Je vais parler vraiment pour que les gens comprennent le sens des combats pour la libération de soi, pour la libération des siens, pour la libération des nations, pour la libération des groupes qui se trouvent complètement rendus en esclavage. Donc il y a des principes, il y a des prises de conscience qu'il faut nécessairement faire dans ce genre de combat. Et c'est ça qui s'est fait aux États-Unis avec nos frères, n'est-ce pas, qu'on a vendus en esclaves aux États-Unis, vous voyez. Et Abraham Lincoln, évidemment, est resté président des États-Unis, a repris un deuxième mandat. Mais la force de la résistance, qu'on appelle la résistance au changement, parce que chaque fois, quand un système s'est enraciné dans le temps, et qu'on arrive, n'est-ce pas, à le secouer, ce système-là, alors il faut faire excessivement attention avec la résistance au changement. La résistance au changement est très, très, très forte. Je vous prends l'image, mangez un petit avocat, un avocat, et jetez le petit noyau. Et en une semaine après, chez nous, avec une pluviométrie abondante, jetez-le. Une semaine après, il va se mettre à pousser. Il va se mettre à pousser. Un mois, il va se mettre à pousser. Mais après 1 mois ou 2 mois, avec un doigt, vous pouvez le déterrer là. Hein? Mais quand l'avocat s'est suffisamment enraciné, alors des années et des années, eh bien, il faut un bulldozer. Il faut un bulldozer pour le déraciner de cela, de là. Vous voyez? Donc cela est très très important. Ceux qui s'engagent dans les combats comme celui-là, comme le combat que nous vivons au Congo-Brazzaville, évidemment nous sommes dans un système pareil. On est dans un système pareil. Que ne nous berçons pas d'illusions. Le système qu'incarne M. Denis Sassou Nguesso est un système néfaste. C'est un système corrosif. C'est un système qui n'a pour finalité que la destruction de la structure profonde même de la société congolaise. Je ne sais pas si les gens qui travaillent avec M. Denis Sassou Nguesso s'en rendent compte, c'est peut-être qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés par autant d'opulence autour d'eux, une opulence indue, bien entendu, parce que personne au Congo n'a une tradition de richesse, vous voyez. Mais quand les gens arrivent, n'est-ce pas, en détournant les deniers publics avec une sauvagerie extrême, je dis bien une sauvagerie extrême, parce que nous aussi nous avons des gens qui travaillent dans le système et qui nous rapportent les choses qu'ils font eux-mêmes. Mais quand on vous donne les montants qu'ils détournent comme ça, mais ça vous donne le tournis. On se demande, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais comment est-ce que les gens peuvent être capables, vous seuls, à détourner autant de milliards et de milliards, rien que pour vous, et vous en êtes content, et vous continuez à le faire,
des années, des décennies et des décennies, toujours à prendre ce qui ne vous appartient pas et en être orgueilleux. Et pensez même que les autres qui dénoncent ce genre de choses sont des jaloux. Mais ils sont des jaloux par rapport à quoi? Ils ne sont pas des jaloux. Ils ne sont pas des jaloux. Bien évidemment, c'est des gens qui sont clairvoyants, qui vous disent tout simplement que non, mais attendez, même si on peut voler, mais à ce niveau-là, c'est quand même trop. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse vraiment l'entendement. On ne peut pas faire des choses comme ça. Et la bêtise encore de ces gens-là, c'est cette naïveté désarmante, vraiment une naïveté désarmante. C'est comme si les expériences passées ne leur disaient absolument rien. C'est-à-dire que prendre autant d'argent et aller planquer cet argent dans des banques étrangères, dans des paradis fiscaux, c'est-à-dire un argent où des dizaines et des dizaines de générations ne pourront pas, n'est-ce pas, écouler. Et pendant ce temps-là, quel est l'état du pays? Quel est l'état du pays? 4 millions d'habitants seulement, on nous dit que c'est 4 millions. Est-ce que sommes-nous vraiment 4? Depuis qu'on a décidé de foutre ce pays complètement par terre, on se demande si on est 4 millions. Je me demande même si on n'est pas 2 500 000 habitants, 3 millions à la limite. Mais attends, et un pays aussi riche que le Congo-Brazzaville, où tout le monde pouvait tranquillement vivre avec, n'est-ce pas, ce qui leur revient de droit, et que nous soyons dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Mais je vais le dire, j'ai eu le cœur en souffrance tout dernièrement. Monsieur Clément Mwamba, Monsieur Clément Mwamba, mon frère, je sais pas dans mes habitudes souvent de citer des personnes, mais là, à quoi bon ne pas citer des personnes? À quoi bon ne pas parler face à face, virtuellement, d'accord? Mais je m'adresse à vous. Monsieur Clément Mwamba, mon frère. J'ai vu, n'est-ce pas, la note que vous adressez à une organisation internationale pour vous aider à ce genre de choses. Mais vraiment, vous avez été un grand cadre de la banque, donc vous savez très bien, vous connaissez très bien l'argent, l'usage de l'argent. Vous créez une guerre civile dans le pool qui n'en avait pas besoin. Qui n'en avait pas besoin. Pour des raisons inavouées. Ayez au moins le courage de dire les raisons pour lesquelles vous êtes en train de guerroyer dans le pool. Crise humanitaire. Et vous avez le courage de solliciter de l'argent auprès des organisations internationales pour un pays qui a engrangé des sommes incommensurables d'argent. Et c'est ça la politique. Et c'est ça la politique. C'est ça la politique. Et vous vous sentez tranquille, circuler. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. Mais tout de même, ayez peur. Ayez pas peur, mais ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié vraiment de vous-même. Je vous parle à vous, mon frère. Bien sûr, Denis Sassou Nguesso, j'ai eu l'occasion aussi de parler à Denis Sassou Nguesso, qui fut mon président à une certaine époque, comme tout le monde. Je vais parler de Sassou 1, où j'étais, oui, je le dis, j'étais fier, mon président, Denis Sassou Nguesso, dans ses voyages, ça me plaisait. Avec la jeunesse qui va avec, bien évidemment. Parce que quand on est jeune aussi, on ne comprend pas tout de suite un peu les méandres de la politique au Congo-Brazzaville. Même Sassou 1, on avait suffisamment de raisons de ne pas l'aimer aussi par rapport à ce qui s'est passé en 1977 et 1979. Mais qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne. Revenir comme il est revenu là. Vraiment, je parle à cœur ouvert. Revenir tel qu'il est venu. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable, alors que M. Denis Sassou Nguesso, franchement, pouvait incarner
une sagesse extraordinaire dans la construction et dans la magnificence, n'est-ce pas, de ce pays, le Congo-Brazzaville, si et seulement si il avait compris ce qui était essentiel dans la vie d'un individu, dans la vie d'une nation, parce que c'est de la nation dont il s'agit, c'est de la nation dont il est question, et cette chose-là est tellement importante, et que nous aimerions que les Congolais prennent en ligne de compte la notion de la nation, autour de laquelle il est la concorde nationale, autour de laquelle il est l'amour de chacun des autres Congolais qui se trouvent libres de se déplacer dans toute l'étendue de son territoire, parce qu'ils se sentent chez lui. Mais la démarche que vous avez adoptée, c'est une démarche lamentable, très lamentable, parce que vous avez introduit la mort des autres, dans votre système de gouvernement. Mais attendez, la mort des autres, c'est comme si vous ne mourrez jamais. Et le temps qui passe, l'histoire ne vous dit absolument rien. Plus vous vous rapprochez aussi de ce moment inéluctable, parce que je doute fort que vous soyez fait de marbre, que vous ne mourrez jamais. Plus vous vous approchez, n'est-ce pas, de cette échéance, plus vous multipliez des bêtises, alors des bêtises. Je suis désolé, monsieur Denis Sassou Nguesso, de vous le dire comme ça. De toutes les façons, je sais très bien que nous sommes visés là. Nous le savons très bien. Nous le savons très bien. Que nous sommes des persona non grata sur notre terre. Ça, on le sait très bien. Mais on ne viendra pas non plus. Vous voyez, ici, on bénéficie de cette liberté-là. Nous bénéficions de cette liberté-là qu'on nous accorde, fort heureusement, quand vous bâillonnez du monde au Congo-Brazzaville, mais nous avons la liberté, n'est-ce pas, de parler. Et je veux dire encore ceci, qu'elle soit vraie ou fausse, la fameuse liste des gens qui sont dans la diaspora qu'il faut massacrer, toujours massacrer, et vous avez encore du jus dans le muscle par rapport à ça, toujours massacrer, eh bien, il y en a beaucoup qui sont cités là-dedans. Il n'y a pas de problème. On n'a pas peur de la mort. Ce dont nous avons peur seulement, c'est tout simplement ce que nous disons depuis un certain temps ne puisse pas faire tilt auprès des générations qui viennent, auprès de ces générations, pour qu'ils comprennent évidemment ce qui se joue, parce qu'on voit très bien que vous avez cet art formidable d'instrumentaliser les générations, et ces pauvres générations, vous leur défendez, n'est-ce pas, l'instruction. Ils ont du mal, n'est-ce pas, à s'instruire. La preuve, regardez vos futurs députés, entre guillemets, regardez comment ils écrivent, mais c'est lamentable. Voyez comment vos ministres également écrivent, mais c'est lamentable. Monsieur Théophile Obenga, aujourd'hui j'ai pris le pari de parler librement, d'interpeller les gens que je connais, Monsieur Théophile Obenga, je vous interpelle. Vous êtes également mon frère. Mon oncle Poignet Augustin m'a présenté à vous. Nous étions, je crois qu'en 2008 ou en 2009, je ne me rappelle plus, j'étais en Californie, là où vous étiez déjà installé, professeur à San Francisco State University. Je venais vous voir là-bas. Et moi, j'enseignais à California State University East Bay. Nous étions tous les deux dans des universités d'État. Et mon oncle, moi je ne vous connaissais pas, je vous connaissais comme un grand frère que j'avais beaucoup de respect, pour qui j'avais beaucoup de respect. Et mon oncle vous a dit, ah mais j'ai mon neveu qui est en Californie avec toi là-bas. Et puis nous sommes venus à Paris, nous nous sommes croisés chez lui et je vous ai raccompagné chez vous avec votre épouse. Et nous sommes repartis à San Francisco, nous nous sommes vus très souvent, nous sommes allés manger ensemble souvent. J'ai écouté vos conseils. J'étais très attentif, j'étais très content d'avoir finalement fait la connaissance de M. Théophile Obenga, notre grand savant. Mais quand même, vous vous êtes rapproché de M. Denis Sassou Nguesso. Mais portez le conseil
portez le conseil, gardez, n'est-ce pas, votre fierté, gardez votre notoriété de grand savant d'égyptologue. Dites à M. Denis Sassou Nguesso d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Même à la fin, s'il vous plaît, dites à M. Denis Sassou Nguesso d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire, parce que ce n'est pas bon pour vos propres petits-enfants, pour les enfants de leurs enfants et pour nous tous. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. D'autre part, je cite également, je suis décidé aujourd'hui, et vous m'en excuserez. Et là d'abord, pourquoi vous excuser? Nous sommes sur un débat politique, là, non? Monsieur Henri Osibi, mon professeur, que j'aimais par-dessus tout, le meilleur professeur à Marien-Ngouabi. J'ai pris la méthodologie sociologique, scientifique, grâce à vous. Et nous sommes restés en contact, monsieur Henri Osibi. Nous sommes restés en contact, je ne veux pas rentrer dans les profondeurs de notre intimité quand nous nous voyons à Paris, n'est-ce pas, voilà, chez votre ami qui habitait à Gif-sur-Yvette, on se voyait très bien là, on parlait de sociologie, on parlait, n'est-ce pas, de perspectives à venir, et après vous avez fait le choix que vous avez fait, et la dernière fois que nous nous sommes vus, vous vous souviendrez très très bien, c'était au Palais de Justice de Paris. Eh bien oui, je me souviens très bien, peut-être que vous avez oublié, mais je me souviens très bien. Vous m'avez présenté à M. Ngakeni. M. Ngakeni m'a donné Leki, Boyakanamboka, et Mboka et Longo, tout ça là. Je lui avais dit, mais attendez, grand frère, nous sommes au palais de justice ici, les Congolais contre les Congolais, arranger le pays, nous serons très très contents de venir participer au développement de notre pays. Et ça s'est emballé, Ce procès-là s'est emballé jusqu'aujourd'hui. Mais M. Henri Osibi, grand professeur de sociologie, faites comprendre que le pays prend une très mauvaise pente, très dangereuse. Demain, M. Denis Sassou Nguesso ne sera plus là. Demain, vous ne serez plus là. Demain, je ne serai plus là. Demain, nos enfants aussi ne seront plus là. Mais quel pays nous allons laisser aux générations futures? Je suis vraiment désolé. Bon, vais-je parler de mon cher cadet Thierry Mungala? Mais pendant que nous y sommes, parlons-en donc, Thierry, que j'appelais avec beaucoup d'affection Muteri Atate Mungali Toura. Muteri Atate Mungali Toura. Je disais en Bayaka, et je voyais bien ton sourire là. Tu étais bien content quand je t'entendais. Mais moi, ça me faisait plaisir aussi, parce qu'il y avait la fraternité dans tout ça. Nous avons travaillé ensemble. Tu as fait des choix. Et malgré même après les choix que tu as eu à faire, nous nous sommes vus à Brazzaville. Et la témoin, une autre de mes professeurs, je vais citer tout le monde finalement, Régine Oboa, ma prof à Marien-Ngouabi aussi, que j'aime beaucoup d'ailleurs, avec qui nous avons gardé des meilleures relations. Jusqu'aujourd'hui, elle est venue à Montréal la dernière fois pour un congrès universitaire, l'association des sociologues de langue française. Elle est repartie. Quand même malheureuse parce qu'on n'a pas pu se voir, et je suis resté malheureux parce qu'on n'a pas pu se voir. Voilà les personnes que je porte dans mon cœur. Voilà. Et donc on s'est croisés à Brazzaville, et elle était témoin. Moi je lui ai dit, je retiens simplement ce que je t'ai dit à cette époque. Si tu te souviens très bien, Thierry, tu as fait tes choix. C'est très bien. Peut-être personne de nos frères, de nos aînés ne nous a pris par la main pour nous amener vers la politique. Mais tu as fait tes choix en toute conscience, par toi-même. Eh bien, tu cherches le pouvoir. Tu as eu le pouvoir. Et ayez le pouvoir de bien faire les choses. Et je t'assure que si vous réussissez, nous applaudirons. Nous applaudirons. Parce que ce que nous voulons par-dessus tout, c'est que les choses marchent très très bien au Congo. Et je t'ai dit une autre chose. Tu venais de perdre des élections législatives. Parlons-en. Tu venais de perdre des élections législatives en philo. Je dis, Thierry, tu restes tapis au sol. Reste tapis au sol. Va voir ces jeunes. Retourne voir ces jeunes. Reste en compte avec ces jeunes-là. Pour qu'ils n'aient pas l'impression que, voilà, on vient les voir tout simplement parce qu'il y a des élections. Voilà. Je t'ai donné des conseils à mon niveau, tout en t'affirmant que ce pain-là, je ne le mangerai jamais. Je fais l'économie de ce qui s'est passé par ailleurs, ce que nous avons essayé de faire et tout cela. Mais c'était tout simplement pour vous dire, au moins ces personnes que je connais, qui sont des grandes intelligences, qui sont des scientifiques, et l'éthique du scientifique, ceux qui ont fait l'université,
La racine, c'est l'universalisme, l'humanisme. Et quand on atteint ce degré d'intelligence, on est universitaire, on est académicien. Je pense qu'il y a un petit quelque chose à réserver à l'être humain. Mais voilà ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Voilà ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Depuis 1997, ça fait 20 ans, que nous sommes dans la guerre. Et pas une guerre tranquille. Une guerre qui verse le sang. Une guerre qui verse le sang. Qui voit les familles se détruire. Les familles se déchirer. On voit des sommes énormes d'argent acheter des armes. Mais les armes, pourquoi faire? Les armes, pourquoi faire? Les armes devaient être faites pour donner à l'armée qui doit protéger le pays contre les envahisseurs étrangers. Mais nous n'avons jamais été menacés au Congo par des étrangers. Et l'armée, et la police, et tous les corps régaliens du maintien de l'ordre intérieur sont au service d'une cause difficile à comprendre quand on est un être humain. Difficile à comprendre, difficile à comprendre. J'ai fait des vidéos en anglais comme en français. Mais attendez, franchement, parce qu'on on ne comprend plus grand-chose à notre humanité africaine, à notre humanité congolaise. Je vais me lâcher aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Demain, c'est samedi. Et après-demain, il paraît que vous allez à vos élections législatives. Pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce qu'il n'y a pas un petit sursaut là? Est-ce qu'on ne peut pas mettre toute l'énergie en vous disant tiens, on a fait des choses quand même. Hein? Surpassons notre peur. Parce que vous avez peur. Vous avez très peur qu'on vous fasse ce que vous n'avez pas arrêté de faire chez les autres. Il y a encore un autre scoop qui est sorti là, votre directeur des services de police, monsieur Ndengue, comment on l'appelle, Ndengue, Jean-François Ndengue, en train de menacer un jeune étudiant. Mais attendez, franchement, mais attendez là, sincèrement, j'ai le cœur en souffrance. J'ai le cœur en souffrance. Parce que, vous voyez, j'ai plutôt pitié de vous qui êtes au gouvernement, de vous qui dirigez ce pays. Parce que finalement, on se rend compte que vous ne voyez pas plus loin. Vous ne voyez pas plus loin. Plus loin, c'est voir dans 100 ans qui arrivent. Dans 200 ans qui arrivent, dans 300 ans qui arrivent, ce que vous allez devenir parce que vous allez continuer à vivre aussi même quand vous serez mort. Vous voyez? Moi, si ma maison est là, j'ai mes enfants qui sont dans ma maison. Je dis à mes enfants, attendez-moi les enfants, fermez les maisons, la porte, je vais acheter quelque chose quelque part. Je vais rapidement acheter quelque chose et quand je reviens, je vois une ceinture de sécurité, la police partout. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, le quartier, il est encerclé par des bandits et des tueurs qui ont pris en otage tout un quartier. Eh bien, la première des choses qui va me venir, mais mes enfants sont là. Mais je veux protéger mes enfants. Mais la police va m'empêcher de passer. Mais j'aurai toujours tendance à forcer la police pour malgré le danger. Parce que je ne peux pas me représenter comment est-ce que mes enfants peuvent être en face des gens qui sont méchants, qui sont capables de tuer. Moi, je préférerais même venir et mourir avec mes enfants. C'est cela, l'amour de la chair de sa chair. Et quand je dis ça, vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. C'est-à-dire quand vous serez pensez un peu à ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, de vos propres enfants par rapport aux rescapés des familles que vous avez massacrées. Ça arrive vite, hein, ne vous en faites pas. Ça arrive très vite. Nous qui le disons, on va mourir demain. Vous pouvez nous tuer aussi, on peut mourir. C'est une affaire de quelques secondes, paf, fini. Là, Georges Goma, ben, il n'existe plus, il est mort. Mais ça va passer. Oui, j'ai la citoyenneté canadienne et même française également. D'accord, peut-être qu'on va parler, une semaine, 2 semaines après, c'est terminé.
le soleil va continuer à se lever par là et va continuer à se coucher par là, continuer sa révolution. Ça, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, sincèrement, sachez ceci, que nous n'en avons pas forcément après le pouvoir. Pas forcément après le pouvoir. Nous nous débrouillons. On casse la pierre. Avec la pierre qu'on casse là, eh bien, on arrive à survivre dans la liberté. Dans la liberté. Donc ne pensez pas que quand nous faisons ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous-mêmes. Ça, c'est se tromper. Maintenant, ceux qui ont l'imagination fertile à penser que non, mais il a fait ça parce qu'il fait ça, eh bien, c'est leur affaire. Rien à cirer. Vraiment rien à cirer. Il n'y a rien à cirer ce que les gens pensent des autres sans avoir les preuves. Donc, je voulais attirer l'attention à ce niveau-là. Ne pensez pas que même quand vous serez mort, vous serez tranquille dans votre temple parce que vous ne verrez plus ce qu'on va faire de vos enfants. Après, c'est possible. Et la procédure, vous allez aux élections législatives. Mais on ne va pas revenir, hein. Les vidéos qu'on fait par-ci par-là, on sait très bien que vous faites tout dans le faux, complètement dans le faux. Et puis vous aliénez beaucoup de personnes à l'étranger qui vous aident tranquillement et qui tirent aussi le maximum d'argent, hein. Ils se sucrent allègrement, allègrement. Non seulement l'argent que vous leur donnez pour, n'est-ce pas, vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire, mais l'argent que vous-même aussi vous prenez pour venir stocker dans leur banque ici, là, et quand vous crevez de rien, plus personne ne peut aller récupérer cet argent-là, et ça continue à enrichir qui? Eh bien, ça continue à enrichir, mais ça ne vous fait rien de toute façon quand vous n'aimez pas votre peuple. De toute façon, la seule chose que vous savez, c'est, n'est-ce pas, de penser tout le mauvais pour ce peuple-là. Que les gens crèvent de faim, et c'est ça qui vous fait plaisir. Et d'ailleurs, la stratégie de la pauvreté est très en place aussi dans votre façon de faire. Voilà, la pauvreté, c'est une pauvreté artificielle pour le Congo-Brazzaville. Vous avez construit la pauvreté comme un instrument de travail, comme un instrument de gouvernance. Mettez les gens dans la pauvreté et puis ils seront à vos pieds. Voilà la stratégie également. Arrêtez l'éducation, faites de sorte que les gens ne soient pas éduqués. Et bien, vous aurez des ignorants à vos pieds et puis vous-même, vous êtes tranquille aussi. Voilà, ça, on le sait très bien. C'est pourquoi nous parlons vraiment à cœur ouvert pour faire comprendre un peu ce genre de choses. Et je reviens pour les pseudo-élections législatives. Bon, ben, que voulez-vous que nous fassions? Vous avez des armes partout. Vous faites des choses par rapport à tout ce que vous avez, des armes et tout. Mais allez-y donc. Personne ne vous empêche. Mais personne aussi ne nous empêchera de parler. Ok? Personne ne nous empêchera de parler. Nous allons parler. Toujours parler. Nous dirons des choses. Et nous faisons ce travail-là aussi. Vous voyez? Ici, à l'étranger, ceux qui veulent nous écouter, nous écoutent. On leur dit exactement qu'est-ce que le Congo-Brazzaville, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, on leur dit. Et il y a des gens qui nous écoutent. Ils nous écoutent. Et je pense quand même que nous marquons des points. Nous marquons des points parce que M. Denis Sassou Nguesso, et les vôtres aussi d'ailleurs, hein, avant de prendre l'avion, vous réfléchissez comment vous allez atterrir là-bas, comment vous allez accueillir par les jeunes militants, les militants ou les combattants, de quelques noms qu'on puisse les appeler. Et puis, tout ça, c'est une évolution. C'est une évolution qui est la résultante de votre façon de faire les choses. C'est une réaction à votre façon de faire les choses. Vous voyez? C'est une réaction à votre façon de faire les choses. Et vous comprenez que vous êtes de plus en plus en difficulté. Et malgré les difficultés que vous vivez, vous persistez et vous signez. Vous êtes comme un cheval masqué, je l'ai déjà dit une fois. Au trot, il est masqué, au trot. Voilà. Il ne sait pas si devant il y a un ravin ou pas, mais il va se fracasser la figure dans le ravin. Vous voyez? L'armée, les armes que vous pouvez avoir, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Je vous l'ai dit, c'est zéro. Regardez Hitler. Voilà. En plus aussi, quand même. Voyez les cas dans l'histoire. Regardez les cas dans l'histoire. Quelle dictature vous avez vu vivre jusqu'à machin? Tous les dictateurs se sont fracassés la figure. Voilà, se sont fracassés la figure. Donc les élections législatives que vous prévoyez après-demain, mais ma foi, allez-y donc. Personne ne vous empêchera puisque vous avez toute l'armada pour intimider les gens. Et puis voilà. Mais ce que nous voulons dire, n'est-ce pas, à certaines personnes qui écoutent, qui sont conscients, en dehors de ceux qui se sucrent avec le système en place. Attendez, franchement, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Ça ne changera rien.
que vous allez voter, eh bien, ça ne fera que, n'est-ce pas, engraisser ceux qui vous font souffrir. Voilà. On vous donnera 2000 francs. 2000 francs. Et 2000 francs, c'est quoi? C'est zéro. C'est une bière. Une fois que vous avez bu cette bière-là, qu'est-ce qu'il y a de bien de vous? Vous allez encore être là, on te demander 2000 francs. Mais alors, 2000 francs, c'est quoi? Mais c'est zéro. C'est zéro. Incitez-les au moins alors à vous donner du travail. Incitez-les à vous donner des conditions nécessaires pour vous instruire vos enfants. Prenez-les au taquet par rapport à cela. Mais pas par rapport aux 5 000, 10 000 qu'on va vous donner, que vous allez brûler en une seconde. Quand même, prenez conscience. Prenez conscience de cela parce que c'est très, très, très important. C'est très important, là. C'est très important. Les élections législatives, et ma foi, la perspective, quoi? Écoutez, monsieur Denis Sassou Nguesso, la stratégie qui est la vôtre, c'est quoi? C'est remplacer votre fils par vous-même. C'est ça, si on comprend très bien avec les analyses qui sont faites. C'est ça la stratégie. Il vous arrive d'être fatigué aussi, hein? Je pense, hein? Il vous arrive aussi d'être fatigué, hein? Ah ben c'est normal quand même, hein? C'est plutôt là aussi le signe que vous êtes quand même humain, malgré tout. Et donc, s'il vous arrive d'être fatigué, et là vous allez vous reposer. Pensez que vous allez vous reposer tranquillement quand votre fils sera au pouvoir? Bah, écoutez, je pense que vous vous trompez là. Vous vous trompez. Après avoir fabriqué le pays que vous avez fabriqué là. Après avoir construit les rancors que vous avez construits là. Après avoir déchiqueté le pays comme vous l'avez fait. Non seulement, pas seulement en soumettant les gens à la pauvreté, mais surtout en tuant les autres. En tuant les autres. Mais vous pensez que Denis Sassou Nguesso, Christelle, fils, va rester tranquille à cette place-là? Même si les Ndengue, tous les autres, tous les armes sont là. Mais non, mais vous restez longtemps par votre propre personnalité, d'une personne dure, très dure, qui jouit quand le sang gicle du corps des autres, pendant que les autres, ça bouscule leur émotivité, vous, ça vous renforce. Certainement. Ce qui veut dire que votre fils, eh bien, s'il veut rester au pouvoir, s'il veut vraiment faire aussi bien que le père, eh bien, il faudra qu'il se prépare à tuer beaucoup plus de personnes que son père ne l'a fait, que vous ne l'avez fait, monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est aussi clair que net. Parce qu'il faudra qu'il s'impose en tant que président. Il faudra qu'il s'impose. Et puisque vous avez mis tout le monde à vos pieds, en les traitant tels que vous avez traité, eh bien, le fils, il faudra qu'il fasse davantage s'il veut vraiment s'enraciner comme vous. Mais ça, c'est autre chose. Oh, certains vous allez dire, mais oui, qu'est-ce que vous en savez du rouage politique? Vous connaissez rien des rouages politiques. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, d'accord. Ok. Ok. Laissez-nous avec notre naïveté. Mais on voit de loin, de toutes les façons. On voit de loin. Donc, à mes chers compatriotes congolais, ce que je vous demanderai, enfin pour ceux qui veulent écouter, ben, c'est tout simplement de vous abstenir. Si les chars sont dehors, si les orgues de Staline sont positionnés, si les hélicoptères sont ravitaillés, prêts à décoller avec des bombes bien ficelées et tout cela, eh bien, restez chez vous. Que la mort vienne vous prendre dans votre maison. Ça arrive aussi. Dans le pool, ils ont rasé toutes les maisons, là. Ils ont rasé toutes les maisons dans le pool, là. Hein? Ils ont rasé toutes les maisons. Ben maintenant aussi, quand le peuple est suffisamment aussi mûr, hein, et a suffisamment pris conscience, on n'est pas contre un soulèvement populaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bien sûr, il faut y penser. Il faut y penser, là. Hein? On peut... C'est Lincoln aussi qu'il faisait, hein, qu'il disait là. Hein? On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Voilà. Quand on en arrive là, à cette dernière étape, qu'on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps, eh bien c'est là où il y a le soulèvement populaire. Parce que les gens vont se dire que non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et le soulèvement populaire qui sera salutaire pour le Congo, eh bien ça sera tous les Congolais. Ça sera tous les Congolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Le soulèvement populaire. Dans
toutes les régions du Congo. Parce que nos frères du Nord, bien sûr, on a bien compris que depuis que M. Denis Sassou Nguesso vous trempe allègrement en prenant la dimension ethnique comme étant le centre des problèmes politiques au Congo, vous l'avez cru, on a des amis, hein, on a fait l'école qui sont du Nord, où on s'empoignait carrément à des arguments. Lissouba n'avait rien à voir. Vous voyez comment est-ce qu'après 20 ans, on a bien compris que c'était une duperie extraordinaire. Vous voyez, Lissouba n'avait absolument rien à voir. Les Français savent très bien que Lissouba allait développer ce pays-là. On a beau insulter professeur Tournesol, tout ce que l'on veut. Ben, en tout cas, lui aussi, moi, il disait, prenez le sable, là, le sable pour dire que voilà, dans le sable que vous voyez là, et il y a le pétrole dedans. Oh, les Congolais rigolaient là-dessus. Rigolaient, oh, professeur Tournesol, le sable, le pétrole dans le sable, ce pétrole. Il est devenu fou, il lui a traité de tous les noms. Mais attendez, mais c'était vrai ce qu'il disait. Vous savez, la richesse du Canada, dans l'Alberta là-bas, eh bien ce sont les sables bitumineux. Alors le pétrole du Canada, c'est ça. Ils en ont beaucoup là, avec ce pétrole-là. Du sable, pétrole dans le sable. Les sciences et les technologies. Eh bien attendez, on a rigolé sur les sciences et les technologies. La petite Suisse. Mais Lissouba n'avait jamais dit qu'on va prendre la petite Suisse et mettre au Congo. C'est un concept. C'est un concept qui voulait tout simplement dire qu'avec tout ce qu'on a, ben, on devient une petite Suisse. Voilà, on ferait comme une petite Suisse. Les gens iraient à l'école, trouveraient du travail, on formerait une classe moyenne correcte parce que le développement du pays est assujetti à une classe moyenne. Il faut une classe moyenne qui va... n'est-ce pas, drainer l'économie du pays. La croissance vient par la consommation. Les aéroports que vous avez conçus par-ci par-là, les hôpitaux généraux par-ci par-là, mais attendez, mais s'il n'y avait pas une classe moyenne capable d'utiliser toutes ces commodités-là, mais vous aurez fait quelque chose pour rien. Absolument pour rien. L'aéroport de Sibiti, j'avais dit que c'était l'aéroport au Corbeau. Alors, est-ce que ça fonctionne à plein régime? Est-ce que ça procure l'accumulation du capital au pays? Non. J'avais dit à l'époque aussi que non, c'était la facilité pour vous de transporter les armes s'il y avait quelque chose dans les Congo, des troupes, et voilà, toujours dans la perspective de conserver le pouvoir, mais vous vous trompez, c'est une impasse, vous êtes dans une impasse, c'est l'impasse Mboshi. Vous êtes dans une impasse et ça se passera pas comme vous pensez. Détrompez-vous. Les Congolais vont se lever du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que ceux qui sont du nord aussi doivent commencer à réfléchir que ceux qui Sassou Azali Sousouté, ceux qui Denis Sassou Nguesso à Koufi Awa. Tokosala ndenge nini. Tokosala ndenge nini. C'est ça le truc. C'est ça le truc que vous ne comprenez pas. Et qu'il est temps de se mettre ça quand même dans la tête là. Donc voilà. Ayez un peu cette élégance-là. Ayez cette élégance-là de revenir un peu, malgré ce que vous avez fait de complètement difficile sur les corps des autres. Ressaisissez-vous. 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 Tout simplement. Ressaisissez-vous. Soyez humble. Soyez humble. Faites un monde honorable. Faites un monde honorable. Faites un monde honorable. Donc les Congolais, on le dit. Bon ben maintenant, évidemment, vous dites, oui, mais vous êtes là-bas, à l'étranger, ben, vous n'êtes pas ici, voilà, vous parlez. Mais soyez contents que nous parlons. Ici à l'étranger. On n'est pas à l'abri non plus, hein. On n'est pas à l'abri non plus ici, là. Hein? On est aussi à la portée de certains, là. Hein? On sait aussi que... Oh, j'attendrai ce moment-là où les historiens français aussi vont se lâcher maintenant
ah, bah c'est terminé au Congo, ah ben voilà, Sassou Nguesso, c'est là qui devient, on va, toutes les presses françaises, maintenant, toutes les chaînes de télévision, ça sera à taper sur Denis Sassou Nguesso, ah, c'était un dictateur, c'était ceci, c'est cela. Bah, attendez, franchement, depuis qu'il a commencé à faire des guerres au Congo, blackout total sur les informations au Congo, vous l'avez soutenu, qui n'est pas allé chercher sa part d'argent au Congo, hein, les Anne Hidalgo, la mairie de Paris, les Sarkozy, la femme de Hollande, comment on appelle l'autre monsieur là, le valseur là, Valls et tout ce monde là, on sait très bien, encore la guerre de 97 est encore fraîche, là on voit bien ce qui s'est passé quand on chasse les Souba, tout le gratin des gens du RPR, tous sont partis à Brazzaville, allez avec Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui est le plus à même de rapporter la paix dans ce pays là, c'est lui qui a à même de stabiliser, la stabilisation, mais parlons-en, la stabilisation, la stabilité d'un pays. Hein? La stabilité d'un pays, il est le meilleur à apporter la stabilité dans le pays. Et vous parlez la paix, ça devient comme une messe, la paix. Mais attendez, elle est où la paix? Elle est où la paix? Il n'y a pas la paix sociale. Il n'y a pas la paix économique. Il n'y a pas la paix culturelle. On parle de Moshi, on parle de Bakongo, on parle de ceci, alors que c'est un même pays. Eh bien, ce sont les Français qui vont encore se mettre à taper sur Denis Sassou quand il sera plus là. Et on va voir comment les autres vont raser le mur ici. Voilà, ça arrivera à ce moment-là. Voilà, on sait très bien. Et pourquoi la France fait ça? Ben, on le sait aussi. On sait pourquoi la France fait ça. 4e puissance du monde, 4e puissance économique. Et donnez-nous la possibilité d'aller fouiller un peu de quoi est faite cette puissance économique, la France. Mais non, j'espère que vous ne nous prenez pas pour des cons, là. Hein? L'économie de la France, c'est basé, n'est-ce pas, fondamentalement sur l'exploitation de l'Afrique, pas ailleurs. Je suis désolé, et tout le monde le sait, mais il faut que nous le disions aussi ouvertement. À une époque, j'étais en train de chercher, mais dis donc, combien est-ce que la France produit de pétrole? 1% seulement de la production du pétrole français en Aquitaine. Il paraît qu'il en reste encore un peu, mais 1%. Ce qui veut dire que les 99% du pétrole de la France dont il a besoin, on sait très bien la place, le caractère stratégique du pétrole, d'ailleurs pour tout le monde. Hein, les Américains vont guerroyer en Moyen au Proche-Orient, là-bas, c'est pour le pétrole, hein, on le sait très bien. Et la France, c'est 99, c'est le commerce extérieur. Mais le commerce extérieur, c'est pas dans l'Amérique, l'Europe du Nord, là-bas. C'est la Norvège, c'est la Russie, c'est le Royaume-Uni, c'est leur pétrole là-bas. La France n'a plus rien. Au Moyen-Orient, non, on ne pense pas que ça soit là-bas, parce que là-bas, c'est l'encre sable. Ah, l'Afrique. Mais alors, ayez au moins le courage de reconnaître les choses, ne pas continuer à nous prendre pour des cons. On pense que nous ne connaissons rien de ce qui se passe. Hein? Prenez le courage de dire exactement de quoi est fait votre économie. Mais les vôtres aussi nous le disent, au moins ceux qui ont été dans ces espaces de pouvoir, là, ils nous le disent. Je vais parler de Loïc Le Floch-Pigeon, je vais parler de Jacques Chirac, voilà, pour ne parler que de ces deux grosses pointures. L'un a été président de la République et l'autre a été gestionnaire d'une grande compagnie pétrolière. Loïc Le Floch-Pigeon l'a dit ouvertement que, écoutez, il y a eu des cargaisons fantômes. Depuis que ça existe, depuis quand ça existe? Depuis 1900, début des années 80, il y a eu des cargaisons fantômes. Et donc, ce qui veut dire que les cargaisons fantômes ont continué jusqu'à aujourd'hui et que sont rentrées dans la circularité de l'économie française. Et comment voulez-vous qu'on arrête ces cargaisons fantômes qui sont comptabilisées ici en France, qui ne sont pas comptabilisées au Congo? Et quand Jean-Marie Michel Mokoko vient de dire que voilà, l'autre est voleur et machin, on comprend très bien comment vous n'avez pas soutenu, n'est-ce pas, votre frère d'armes qui a fait ses écoles chez vous. Mais enfin, Jacques Chirac, l'argent qu'il a au fond de nos poches, c'est là-bas qu'on va chercher. Et à certains moments, vous nous dites quand même que non, mais écoutez, nous les Noirs qui venons ici, on vient, n'est-ce pas, simplement pour prendre votre pain, on poursuit votre pain, mais votre pain, mais il est boulanger chez nous en Afrique. Il est boulanger chez nous en Afrique. Donc, en quelque sorte, nous venons poursuivre simplement ce qui nous appartient en Afrique, qui vogue ici, voilà, tranquillement.
Vous nous arrêtez l'immigration, arrêtez aussi l'immigration des affaires qui viennent d'ici. Donc je pense quand même que nous devons atteindre un moment où on va se parler sérieusement entre les Africains et les Occidentaux. Et nous nous affairons à ça parce que ça sera du gagnant-gagnant. Au moins, vous allez mettre de côté ce pot pourri-là, cette dimension très très difficile à soutenir, qui est le soutien que vous donnez à des dictateurs. Voilà. Bon, mais écoutez, voilà, je voulais me lâcher aujourd'hui et je me suis lâché. Voilà. Je me suis lâché et je pense que je trouverai désormais un autre jour aussi pour venir me lâcher ici. Et puis bon, ben voilà, on est déjà mis à découvert. Ben, écoutez, allez-y donc. Allez-y donc. On sait que ça tue. Hein, ce que nous disons, ce que nous savons. Ça, on sait beaucoup de choses. On sait que quand on le dit, ça peut tuer. Et c'est pas toujours Sassou Nguesso qui nous tue. Ça peut venir aussi des gens qui sont par ici et qui sont à coquiner avec vous là-bas aussi, qui ont leur intérêt, parce que nous devenons des gens dangereux pour eux. Et facilement, voilà, il est mort de cancer. Le cancer se donne désormais aussi, hein? Voilà, ça se donne, tranquillement. Oh, ben il est mort de cancer, là, c'est bien fabriqué, là, en douce. Oh, le cancer qui tue, le cancer qui tue. Ah, bon. Verschave parlait beaucoup aussi, il est mort de cancer aussi. Hein? Mungunga Ngilan Kombo, il est mort de cancer aussi. Hein? Beaucoup sont morts de cancer. Ça, nous le savons. Mais nous prenons quand même le temps de dire des choses. Et puis quand on sera mort, de toutes les façons, ces choses-là ne pourront pas mourir. Merci beaucoup. Merci, j'ai beaucoup parlé. C'est normal que je parle beaucoup. Eh bien, merci pour ceux qui m'ont suivi avec cette vidéo. Et à la prochaine fois. Merci bien.